Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, chers collègues, ce que nous vivons est une crise politique. Ce n'est pas une crise économique. D'ailleurs, un grand nombre de gouvernements auraient aimé profiter de telles conditions économiques sur une telle durée. Et pourtant, nous avons rarement vu autant de colère et de désespérance dans les rues et les campagnes françaises. Ce n'est pas non plus une crise comme les autres, c'est une crise plus profonde que les autres. Ce n'est pas la faute des Français, Monsieur le Premier ministre, ni des gouvernements qui vous ont précédé. C'est votre responsabilité, contrairement à ce que vous pensez, Monsieur le Président Legendre. Et cette crise était pourtant prévisible. Elle s'est écrite en 3 temps. Le premier temps, c'était au moment du budget pour 2018. Souvenez-vous, rappelez-vous, c'était il y a plus d'1 an. À cette occasion, vous avez décidé d'augmenter la fiscalité de 7,6 centimes par litre pour le gazole et de 3,9 centimes pour l'essence. Dès le mois d'octobre 2017, les Républicains vous ont aussitôt mis en garde et vous ont demandé de changer votre texte. Nous vous alertions en ces termes. Nous écrivions cela en octobre 2017. Une telle hausse des taxes sur les carburants est intenable et pénaliserait directement tous les Français qui doivent utiliser leur voiture tous les jours. Nous proposions une autre trajectoire, comme on dit, c'est-à-dire une autre hausse de la fiscalité. Elle aurait pour conséquence, la nouvelle trajectoire que nous proposions, d'augmenter moins fortement les taxes sur les carburants, comme nous l'écrivions. Mais vous avez balayé tout ça d'un revers de main et vous n'avez pas voulu en débattre. Deuxième acte, c'est le projet de loi de finances pour 2018, voté cet automne, donc pour 2019, pardon. Nous avons à nouveau essayé de vous alerter sur la crise qui se préparait. Nous vous demandions, bien avant l'apparition du premier gilet jaune, de geler les taxes sur les carburants en 2018 pour éviter la nouvelle hausse de taxes prévue par le gouvernement au 1er janvier 2019. Une nouvelle hausse de taxes serait, et nous disions, une nouvelle hausse de taxes serait d'autant plus insupportable qu'elle pénaliserait directement les plus modestes et les ruraux qui n'ont pas d'autre alternative que la voiture. L'amendement que nous vous proposions visait donc à absorber sur 2 années le choc de pouvoir d'achat et de compétitivité lié au rehaussement de votre trajectoire carbone. Mais à nouveau, vous avez balayé du revers de la main cette proposition. Troisième acte, au moment de la formation du mouvement des Gilets jaunes, avec la première manifestation du 17 novembre, à cet instant, une mécanique infernale s'est enclenchée. La colère, l'exaspération et la violence. Violence inacceptable que nous condamnons fermement, comme l'a fait tout à l'heure Christian Jacob. Face à cette crise qui émergeait, votre seule réponse a été « nous maintiendrons le cap », ce fameux cap. Mais Monsieur le Premier ministre, quand le cap n'est pas bon, il faut en changer. Il vous aura fallu 3 semaines de saccage, de blocage, pour enfin réagir et, dans les pires conditions, remettre en cause vos propres décisions. Mais si vous avez donné l'impression d'avoir entendu les Français, les avez-vous compris? Vous êtes toujours en retard d'une mesure. Forcé et contraint, vous avez annoncé ce fameux moratoire de 6 mois. Soit vous n'avez pas compris la gravité de la situation, soit vous persistez dans l'erreur. Retarder la hausse ne servira à rien. La seule réponse qui vaille, c'est l'annulation. Il faut supprimer tout de suite la hausse de taxes pour 2019 et les années suivantes. On ne sort pas de la crise par l'ambiguïté. Et quel est le sens du grand débat que vous voulez lancer? N'a-t-il déjà pas eu lieu ici, à l'Assemblée nationale? Vous l'avez au fond tranché, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. C'est d'ailleurs assez saugrenu de la part du gouvernement qui a dans son ADN l'absence de concertation, de lancer un grand débat régional. Vous devenez une sorte de think tank. Et il est à fort à parier que les conclusions que vous en tirerez sont déjà préécrites. Il est d'ailleurs assez savoureux que, sans le dire, vous passez d'un excès à l'autre en disant « les Français décideront au travers d'une multitude de débats organisés par les préfets ». On se demande d'ailleurs bien comment ils seront organisés. Vous passez sans transition d'un État jupitérien à l'autogestion. Alors que ce moratoire pourrait coûter 2 milliards d'euros, j'entends plusieurs voix ici et là dire qu'on devrait s'exonérer de l'objectif maintenant des 3% de déficit public. Ce serait une grave erreur. Nous sommes en pleine croissance. Et si on n'arrive pas maintenant à juguler les déficits, eh bien, on n'y arrivera jamais. Il ne faut pas laisser filer le déficit, car derrière, c'est évidemment le poids de la dette publique qui va écraser les Français. Ce sont évidemment les ménages
qui vont rembourser cette dette d'une façon ou d'une autre. La dette, c'est la baisse du pouvoir d'achat de demain. Je rappelle qu'entre mai 2017 et fin 2019, la dette publique augmentera de plus de 174 milliards d'euros en pleine période de croissance. Il y a une façon très simple de respecter les règles européennes, c'est de s'attaquer enfin à la question des dépenses publiques, mais c'est un domaine où vous n'avez rien proposé, vous contentant d'engranger des recettes fiscales supplémentaires. Ainsi, par votre politique fiscale injuste, vous avez divisé la France. Depuis votre arrivée au pouvoir, vous n'avez eu de cesse d'opposer les Français les uns aux autres. Les actifs contre les retraités, les Français des villes contre les Français des campagnes, le contribuable local contre le contribuable national. Votre politique fiscale, elle est illisible, incompréhensible, injuste, inefficace. On ne peut pas réformer la France en commençant par la diviser. Aujourd'hui, je doute de votre capacité à mener les réformes qui sont annoncées. Même si je conteste la qualité et l'efficacité des réformes menées et conduites depuis 18 mois, la France a évidemment, et nous pouvons nous rejoindre là-dessus, besoin de réformes en profondeur. Mais vous avez créé toutes les conditions pour que l'immobilisme succède à l'agitation réformiste. Comment allez-vous aborder les débats que vous avez vous-même inscrits au calendrier à venir? La loi bioéthique, la réforme de la Constitution et évidemment la réforme des retraites. Sans en connaître le contenu, on sait déjà que ces réformes ne feront pas l'unanimité, qu'elles diviseront autrement les Français, en particulier pour celle des retraites qui annonce quelques gagnants et probablement beaucoup de perdants. Je parle en connaissance de cause, vous le savez. Nous avons fait face à des millions de manifestants dans la rue lors de la réforme de 2010. Mais nous n'avons pas cédé. Le gouvernement de François Fillon à l'époque, comme Nicolas Sarkozy, n'ont pas cédé parce que notre réforme était profondément juste. D'ailleurs, l'équilibre de la sécurité sociale dont se glorifie ce gouvernement est le fruit de l'augmentation des recettes par la croissance et le fruit de la réforme des retraites de 2010. Nos concitoyens sont un peu fatigués des discours technocratiques. Vous intellectualisez vos réformes alors qu'il faut les humaniser. Il ne faut pas entendre et écouter les Français seulement lorsqu'ils klaxonnent autour d'un rond-point. Nos concitoyens comprennent parfaitement l'importance de la transition énergétique pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Mais comprennent-ils? Ils comprennent beaucoup moins le but de la fiscalité verte. Est-ce du rendement budgétaire ou est-ce un vrai financement de la transition énergétique? Avant de développer la fiscalité verte, il faut au fond d'abord éclaircir le rôle de cette fiscalité, surtout dans un pays où le taux de prélèvement obligatoire atteint 45% du PIB. En quoi les 50 milliards de fiscalité environnementale concourent-ils à l'amélioration de l'environnement? Il n'y a pas de réponse aujourd'hui là-dessus. Et pour que la fiscalité verte soit supportable, comprise et admise par tous les Français, il faut évidemment que cette réforme fiscale réponde à un certain nombre de conditions. La vérité, c'est que la transition énergétique passe d'abord par une transition fiscale. Toute hausse doit être conditionnée à la baisse plus forte d'un autre impôt pour préserver le pouvoir d'achat et à la diminution de la dépense publique, parce que sans réduction de la dépense publique, on ne peut pas baisser durablement les taxes. Aujourd'hui, on constate surtout que l'augmentation des taxes énergétiques permet de financer la suppression de la taxe d'habitation, unicité de lieu et unicité de montant. C'est dans la réalité des chiffres qui sont inscrits. Mais la France traverse aujourd'hui une crise qui dépasse les simples carburants. Vous devez supprimer du catalogue de vos mesures les mesures les plus injustes. En priorité, la hausse brutale de la CSG pour les retraités, qui est le premier signal fiscal injuste que vous avez envoyé aux Français. Il faut également supprimer le gel des pensions de retraite et d'invalidité et des allocations familiales, ainsi que réaliser une désocialisation totale des heures supplémentaires et les exonérer d'impôt sur le revenu. Et nous sommes prêts, Monsieur le Premier ministre, à débattre avec vous du financement de ces mesures. Surtout, le pouvoir d'achat, ce n'est pas uniquement une affaire de taxes. Si les revenus d'activité ne progressent pas, alors il n'y aura pas de progression du pouvoir d'achat. Il faut tout mettre en œuvre donc, pour augmenter les salaires. Pas grâce à une augmentation artificielle du SMIC qui créerait encore plus de chômage et de pauvreté, mais grâce à la vigueur économique des entreprises de notre pays. Plus d'activité, c'est plus de redistribution. Mais vous n'avez engagé aucune mesure sérieuse pour y parvenir. Votre priorité devrait être de dialoguer avec les entreprises, avec les parlementaires, pour arriver à baisser les taxes de production qui étouffent les entreprises françaises. Et cette crise du pouvoir d'achat, elle est évidemment loin d'être terminée. Jusqu'à présent, nos pressentiments se sont toujours révélés exacts. La nouveauté est une qualité passagère. L'expérience vaut souvent plus. Alors écoutez-nous.
Écoutez-nous quand nous vous disons de supprimer la CSG des retraités. Écoutez-nous quand nous vous disons d'annuler les taxes sur les carburants. Écoutez-nous quand nous vous disons de supprimer, de défiscaliser les heures supplémentaires. Car il y aura d'autres nuages noirs qui se profilent au-dessus du pouvoir d'achat des Français. Ces derniers sont à cran. Imaginez leur réaction, et je termine par là, lorsqu'ils verront en janvier prochain, avec le prélèvement à la source, leur rémunération baisser sur leur feuille de paye. Monsieur le Premier ministre, vous n'avez pas voulu écouter les Français. Vous n'avez pas non plus écouté l'opposition et les Républicains. Ouvrez les yeux, tendez l'oreille, changez tout de comportement, de méthode et de politique. Alors seulement peut-être la France sortira de la crise dans laquelle vous l'avez précipitée. Merci, Monsieur le Président.